La ministre du Commerce, Emma Hippolyte, a déclaré que la loi sur la protection des consommateurs en discussion à l'Assemblée est prévue pour la semaine prochaine. Le mois dernier, le président de l'Association des consommateurs, Kingsley St. Hill, a accusé le ministre des Affaires juridiques de ne pas agir assez rapidement pour faire avancer le projet de loi. La ministre a dit qu'elle était au courant, que les consommateurs attendent depuis longtemps, mais qu'elle a bon espoir pour cette fois-ci. En mars, Kingsley St. Hill a publiquement critiqué le ministre des Affaires juridiques. Il a déploré le fait que malgré 12 ans de discussions et de consultations, Sainte-Lucie n'ait pas encore adopté ce projet de loi. Selon lui, les retards sont une injustice pour les consommateurs de Sainte-Lucie. Le projet de loi contient des droits énoncés dans les principes directeurs des Nations Unies, dit-il, pour la protection des consommateurs. Il prévient que sans ces droits consacrés par la loi, les consommateurs sont à la merci des marchands et des prestataires de services sans scrupules. Cette semaine, le gouvernement de Sainte-Lucie a déclaré l'état d'urgence pour le manque d'eau dans le nord de l'île, en notant que le nord est désormais affecté par une sécheresse. Selon le ministre du Tourisme, Lorne Théophile, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le secteur de l'hôtellerie. Le ministre a exprimé sa crainte d'un impact potentiellement négatif sur les hôtels de l'île, dont la plupart sont situés dans le nord. La crise de l'eau a été déclenchée par un manque de précipitations, en particulier dans cette région. Le ministre s'inquiète également de l'augmentation du coût possible des opérations pour certains hôtels. Le gouvernement de Sainte-Lucie a demandé aux habitants d'adopter des mesures de conservation de l'eau pour faire face à la crise actuelle. Notons que la situation a été aggravée par la diminution des réserves d'eau du barrage John Compton. Les artistes de Calypso n'ont pas de protection spéciale en vertu des lois de la Dominique et ils doivent se montrer prudents lorsqu'ils s'expriment. C'est ce qu'a déclaré l'avocat Duncan Stowe lors d'une discussion organisée par l'association Calypso de la Dominique. Récemment, le tribunal a encore condamné le calypsonien Checo à payer 130 000 $ caribéens dans un procès en diffamation intenté par M. Philbert Aaron. En 2011, Checo, de son vrai nom Abel Geno Baptiste, avait écrit une chanson, Buxton, qui selon Aaron était diffamatoire. Selon l'avocat, les calypsoniens pourraient enfin trouver des moyens de contourner la loi par l'utilisation intelligente, créative et efficace de la langue anglaise. C'est la seule façon de faire, a-t-il noté. Un rituel ancien et spectaculaire qui remonte à l'époque des dinosaures a commencé. Les tortues de mer commencent à arriver pour faire leur nid sur la plage protégée de Rosalie Bay. Dans environ 60 jours, les premiers nouveau-nés vont émerger. Pendant la saison de nidification, des centaines de tortues de mer parcourent des milliers de miles pour pondre sur la plage où elles sont nées. 3 espèces nichent à Rosalie Bay, dont la tortue lutte géante. Alors, planifiez vos vacances maintenant pour avoir une chance d'assister au spectacle incroyable d'une tortue de mer de 800 livres rampant à terre pour nicher. Le gouvernement japonais vient d'octroyer 120 000 $ à Haïti pour soutenir le processus électoral dans le cadre d'un protocole d'accord qui a été paraphé ce vendredi. Destiné à l'Office national d'identification, l'ONI, ce financement doit contribuer, entre autres, à la mise en place d'un centre d'appel censé permettre aux citoyens d'avoir des informations sur leur carte SIN. Ce fonds sera géré par l'Organisation des États américains, l'OEA, qui invite les acteurs politiques à sauver les acquis du dialogue d'El Rancho. Les mandats des juges arrivés à terme n'ont toujours pas été renouvelés. C'est ce qu'a révélé le doyen du tribunal civil de première instance de Port-au-Prince, maître Raymond Jean-Michel. Il faut signaler également que le mandat de plusieurs autres juges arrivera à expiration au mois de mai, ce qui paralysera le fonctionnement du tribunal. Il est capable de bloquer 9 juges malgré que le dossier a été acheminé par l'autorité des tutelles pour renouvellement. Jusqu'au temps de parler là, nous ne pouvons pas entendre rien de ça. Et dans le jour qui vient là, nous gagnons 5 autres juges mandat à privé à expiration. Le ministre des Télécommunications, des Sciences et de la Technologie, Edmond Mansour, a remis les licences de diffusion aux représentants de Caraïbes Communication Company et de Smash Radiodiffusion. Edmond Mansour a déclaré que le paysage médiatique à Antigua et Barbuda a considérablement changé depuis 2004, lorsque le gouvernement actuel a pris ses fonctions.
Avant 2004, dit-il, l'administration précédente avait une approche totalitaire sur la question de la liberté de la presse dans ce pays. On n'a pas besoin de se rappeler que le gouvernement a contrôlé la radio et la télévision ABS ainsi que la radio ZDK et Sun FM. Il y avait très peu de chances pour que les personnes puissent s'exprimer. Tout cela a changé en 2004 lorsque l'administration de Baldwin Spencer a pris ses fonctions. C'est sous cette administration que Carib Cable, maintenant exploité par Columbus, est devenu une réalité. Les jours du monopole sont terminés et la délivrance aujourd'hui de ces licences en témoigne. Les secrétaires permanents et hauts fonctionnaires se sont réunis pour façonner une politique nationale de gestion des catastrophes pour Saint-Vincent et les Grenadines. Une fois ce document finalisé, le pays devra adopter et mettre en œuvre cette politique pour la période 2014-2023. Entre autres choses, le projet prévoit une garantie plus sur les collectivités pour que l'impact des risques n'entrave pas le développement économique et les écosystèmes et assure une meilleure qualité de vie et de préservation de l'environnement. Le directeur de la National Emergency Management Organization, Howie Prince, souligne qu'il a travaillé sur le projet de politique avec l'agence Caribbean Disaster Emergency Management depuis plusieurs années. M. Prince déclare que les discussions avec les secrétaires permanents et les hauts fonctionnaires sont importantes car ce sont eux qui peuvent faire en sorte que les éléments de réflexion bénéficient d'allocations budgétaires pour la gestion des risques de catastrophe. Le ministre des Affaires étrangères, Camilo González, a remercié chacun des pays qui sont venus en aide à Saint-Vincent et les Grenadines après les intempéries de Noël 2013, et tout particulièrement nos amis, a-t-il dit, de la Martinique et de la Guadeloupe. And of France, particularly Martinique and Guadeloupe, for the in-kind or relief supplies that they have donated to St. Vincent and the Grenadines in this storm. Le pays a enregistré un autre assassinat ce week-end après la découverte du corps partiellement nu d'une femme dans les buissons hier matin. Le chef de la police a déclaré que la découverte a été faite peu après 10 heures à Dignity Gardens. Le surintendant a ajouté que lorsque la police a trouvé le corps de la femme décédée, il était en partie dénudé et décomposé. Il semble aussi qu'elle ait été battue car il y a des blessures au visage, a-t-il précisé. Cette découverte constitue le 30e assassinat du pays pour l'année, après celui d'un homme qui a été tué la semaine dernière après que la maison de sa mère a été cambriolée et la famille ligotée et volée. Lui et son fils rendaient visite à leur mère à Grand Bahama lorsque 3 individus masqués ont fait irruption dans la maison aux environs de 7 heures du matin. Le front de mer était en effervescence vendredi avec une multitude de croisiéristes. Les commerces dans le centre de Georgetown ont ouvert grand leurs portes et caisses enregistreuses pour les touristes. Après 2 jours de ratés en raison du mauvais temps, soit 18 000 passagers, Sandy Pond se dit heureuse de voir des vagues de touristes traverser la porte de son magasin. Bien sûr, je suis heureuse. Nous apprécions qu'ils viennent et qu'ils dépensent dans l'île. C'est une bonne affaire pour tout le monde. 2 navires transportant plus de 6 000 passagers ont fait escale vendredi à Caïman. En réponse aux préoccupations soulevées par la députée Olivia Grange concernant les vols d'électricité, le ministre Philip Polwell a répondu que la politique du gouvernement consiste en ce que ces escrocs, comme il les appelle, paient une taxe forfaitaire de $2 000 jamaïcains par mois. Il s'agit d'une situation politique qui nécessitera un soutien complet de tous, a-t-il déclaré au Parlement. Du point de vue de la présidente de la Compagnie nationale d'électricité, par rapport aux milliers de personnes qui volent l'électricité, il faut déterminer une taxe pour que les gens aient l'habitude de commencer à payer quelque chose, de sorte que petit à petit, ils soient alors appelés à payer le coût réel. Nous croyons qu'il devrait y avoir une taxe pour les personnes de cette catégorie jusqu'en 2016 et que dès que notre compagnie aura câblé la maison, nous pourrons officialiser l'abonnement. L'État va rendre obligatoire la captation des empreintes digitales à la frontière pour tous les expulsés renvoyés au pays. Une mesure qui vient s'ajouter à plusieurs réformes sur la collecte d'échantillons d'ADN, selon la législation dévoilée par le procureur général Anand Ramlogan à la Chambre des représentants. Il a précisé que le projet de loi propose certains cas où les empreintes digitales et ADN seront prises sans même le consentement des personnes. Parmi les nombreux hommages à l'ancien Premier ministre et président Arthur N.R. Robinson, décédé à 87 ans le mercredi 9 avril dernier, dont celui de la Premier ministre, Orville London a déclaré quant à lui que l'un des plus grands hommages qui pourrait lui être rendu serait l'accomplissement final de la pleine autonomie de Tobago, une question pour laquelle il s'est battu toute sa vie. Je pense que nous, les Tobagoniens, devons accepter le fait que c'est une partie de sa vision qui n'a pas encore été remplie.
Un des plus grands hommages que nous pouvons rendre à M. Robinson est de s'assurer que nous terminons ce travail de l'autonomie interne. Par conséquent, chaque Tobagonien, chaque Trinidadien et tous ceux qui ont admiré et respecté l'homme doivent travailler ensemble à la réalisation de cet objectif. Depuis 3 mois maintenant, les travailleurs attachés au secrétariat du programme des aides nationales attendent d'être payés et personne n'est en situation de leur dire quand les salaires seront versés. Le secrétariat connaît des difficultés après qu'un financement par les fonds américains pour le VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles ont été réduits. Les travailleurs ont déclaré qu'ils avaient également contacté l'unité de développement du secteur de la santé pour toucher leur argent, mais à ce jour, aucune réponse positive ne leur a été donnée. Le secrétariat du programme national sur le sida relève du ministère de la Santé. Selon le personnel qui traite directement les patients et d'autres maladies, la retenue de leur salaire les met en grande difficulté, eux et leurs familles. Le gouvernement cubain étudie les propositions faites par 15 pays, parmi lesquels l'Espagne, le Brésil et la Russie, pour investir dans la zone spéciale de développement de Mariel. À quelques 300 km seulement, à Miami, on observe avec inquiétude l'arrivée d'un nouveau concurrent pour le port de la ville. Mariel, la zone franche de Cuba avec un nouveau port où, selon les estimations des experts, nombreux sont ceux qui voudront y jeter l'ancre. On devine déjà la grande rivalité régionale qu'il engendrera, notamment grâce à son design particulier et ses capacités technologiques pour accueillir au mieux les grands containers, car on attend une augmentation du flux de bateaux dans la Caraïbe avec l'agrandissement du canal de Panama. Ça va représenter pour Miami également une perte de transit de marchandises, parce qu'en plus, Cuba est un pays où la drogue n'existe pas, alors qu'à Miami et aux États-Unis, en général, le problème de la drogue est très grave. De plus, il n'y a pas ces puissantes organisations qui ont l'habitude des négociations frauduleuses. Entité indépendante ou autre branche de la CIA nord-américaine, le Comité des relations étrangères du Sénat des États-Unis débat de l'étendue de la portée de l'UCED et la compare même à la CIA. En effet, l'organisation est au cœur d'un scandale international après la révélation de son implication dans le programme connu comme le Twitter cubain. La question principale de cette session est de savoir si l'UCED a le droit ou non de réaliser des opérations de ce type à l'étranger. Beaucoup de législateurs ont affirmé être contre la nécessité et la légalisation de ce genre de posture. Cependant, d'autres ont insisté sur le fait que leurs programmes font uniquement la promotion de la démocratie à Cuba. Le scandale a été dévoilé ce lundi quand une enquête a révélé que le réseau social cubain Zunzuneo était soutenu par l'UCED. On dénonce le fait que ce programme ait été créé dans le but de renverser le régime cubain. Dans ce contexte, le journaliste Edmund Garcia estime que les États-Unis n'ont pas le droit de parler de démocratie quand ils génèrent autant de violence dans le monde et particulièrement à Cuba. Les déchets et les eaux usées font partie des maux qui contribuent à l'insalubrité du village de Higüey, où il n'y a qu'un seul hôpital public pour plus de 300 000 habitants. Cet hôpital a été commencé il y a 4 ans et on peut déjà observer les détériorations qu'il contient à cause du temps pris pour réaliser les travaux. Le problème de la contamination a été si important que les rivières rejoignent les eaux usées, touchant ainsi le peu d'eau potable qui arrive au village. Ils ont commencé les travaux de dragage, il y a des machines et ils ont effectué un suivi, mais les travaux n'ont pas abouti à cause de la nouvelle gestion de la part du gouvernement. Tout ce qui se trouve derrière moi, c'est de l'eau avec des matières fécales, celle qui a contaminé l'eau potable de Higüey.